L'ambition, le pouvoir, l'argent, l'amour, non, ce ne sont pas les thèmes d'une nouvelle série sur Netflix, mais bien ce qui fait le quotidien de nos hommes politiques. Et c'est le portrait de l'un d'entre eux qui est au cœur d'un nouvel ouvrage de Patrick Poivre d'Arvor. Un roman, je le précise, et il est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Benjamin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur i24 News. Je vais préciser que cet entretien devait avoir lieu fin février, début mars. Entre-temps, le coronavirus est arrivé, le confinement est également arrivé, et puis une actualité malheureusement assez riche est passée entre-temps. On parlera ensemble dans quelques instants de votre ouvrage L'Ambitieux, qui vient de sortir chez Grasset, qui est le second tome d'une saga, débutée avec La Vengeance du Loup. Mais d'abord peut-être sur l'actualité politique du jour, avec ces manifestations contre les policiers, contre les violences policières aux États-Unis et ailleurs dans d'autres pays comme en France. Ce soir, Christophe Castaner est même monté au front. Ils ont raison ceux qui dénoncent les violences policières en France? Aux États-Unis, incontestablement, oui. Et en plus, ça touche très particulièrement une population ciblée, essentiellement donc les Noirs, qui, comme on le sait, c'est statistique, sont beaucoup plus touchés et parfois dans des conditions épouvantables. Enfin, le drame qui est arrivé à Minneapolis est là pour le prouver. Alors en France, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on regarde bien, d'abord, il y a beaucoup de policiers de couleur dans les forces de l'ordre, donc tous ne sont pas racistes, c'est absurde de le dire, mais il y a une frange raciste, il faut le dire, il faut le reconnaître, et je trouve qu'il est temps d'ailleurs que les pouvoirs publics l'accueille, le regarde avec honnêteté en disant bah oui, il y a eu des bavures, pas que pendant l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu des bavures à d'autres occasions. Voilà, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, la plupart des gens, c'est-à-dire à mon avis bien 95% de la police française fait bien son travail. Comment comprenez-vous, même si Christophe Castaner a pris la parole, comment comprenez-vous, Patrick Poivre d'Arvor, le silence d'Emmanuel Macron? J'ai entendu ce matin des gens dire c'est un silence assourdissant. Non, il ne faut pas exagérer. Assez régulièrement, il est intervenu sur quelques sujets de cette nature, quand les choses devenaient même choquantes. Je me souviens d'une vidéo qui était passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant les Gilets jaunes, où on voyait un policier qui faisait un croc en jambe à une manifestante. Bon, il était intervenu, il avait dit son sentiment. Là, bon, c'est d'abord un problème interne à la police et au ministre de la police, c'est-à-dire donc Christophe Castaner, de le prendre à bras-le-corps. C'est aussi aux syndicats, et j'ai entendu des syndicats de police très responsables avoir là-dessus un jugement. Bon, bah c'est vrai, pendant longtemps, c'était l'immunité, l'impunité qui prédominait. Il est quand même temps qu'aujourd'hui, bon, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde filme tout le monde. Donc très vite, une bavure policière se retrouve sur les réseaux sociaux, et donc autant ne pas cacher la chose comme la poussière sous le tapis. Alors justement, puisqu'on parle des policiers et de la politique française, eh bien venons-en à votre ouvrage qui raconte l'ascension d'un jeune loup politique débordant d'ambition. Il est élu député à moins de 30 ans, il veut parvenir au sommet de l'État grâce à son père biologique, qui est un célèbre acteur. Il a rompu les contacts avec son père adoptif. Il aime une patronne de chaîne de télévision, c'est plutôt pratique. Il aime aussi une jeune écrivaine, elle s'appelle Blanche Sagan. On y voit à la fois un peu de Macron, un peu de Sarkozy. Je ne vais pas vous demander qui vous a inspiré, parce que vous allez me répondre peut-être tous à la fois, mais ce que je voudrais savoir, c'est que, au fond, Patrick Poivre d'Arvor, on a l'impression que la politique, c'est resté votre passion, même quand vous êtes retourné à l'écriture. Oui, j'aime ça parce qu'en plus, je trouve que c'est très inspirant de regarder un peu les mœurs des animaux qui nous gouvernent, qui sont assez étranges, parce que c'est des gens extraordinaires. Ce ne sont pas des gens qui nous ressemblent pour la plupart d'entre eux. Ils veulent parfois, c'est le cas de mon héros Charles, devenir président de la République à l'âge de 10 ans, ils feront tout pour le devenir. Et on a quelques exemples célèbres, même aujourd'hui encore, de gens qui sont arrivés d'une manière assez étonnante. Après, vous avez des choses qui ont toujours existé, depuis la nuit des temps, qui ont été racontées dans les grandes tragédies grecques, puis Racine, puis Corneille, c'est-à-dire les jeux du pouvoir, et parfois ça va très très loin, surtout quand il y a de l'amour aussi, les jeux du pouvoir et de l'amour. Et puis il y a ce qui
a été raconté au 19e siècle par Alexandre Dumas, par Victor Hugo, par Maupassant, Balzac, bien sûr, c'est-à-dire ces jeux à la fois de la presse, aujourd'hui on pourrait traduire ça par les médias plutôt que la presse, et puis la politique qui est toujours là. Donc l'ambition reste un ressort puissant de l'âme humaine, de la même manière que l'amour reste un ressort très puissant. Et l'amour d'ailleurs est une grande partie de ce roman. Mais sur le volet politique, justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un roman, Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez également intégré du réel et des exemples. Et j'en ai noté un notamment, lorsque l'on est remplacé à un poste, eh bien la règle, écrivez-vous, c'est de s'afficher dans toutes les manifestations où le successeur est invité. Et vous écrivez dans votre ouvrage, Jack Lang avait méthodiquement sapé le prestige de son successeur François Léotard en se faisant prendre en photo à quelques mètres de lui, quasi systématiquement. C'est une vraie guerre, la politique, hein. Oui, c'est vrai. Et dans mon livre, il y a des scènes assez semblables. En effet, personne ne vous parle du bilan de François Léotard à Rue de Valois parce que son successeur, qui est son prédécesseur, qui après est redevenu son successeur, il a complètement noyé la bête, si je puis dire. Et donc, c'est très intéressant de voir comment ils fonctionnent les uns les autres. Malraux, évidemment, avait laissé aussi une trace très importante. Et puis après, il y a eu des ministres plus effacés qui ont eu moins d'importance. Mais j'aime bien ces mœurs. Enfin, j'aime bien. Non, faut dire que j'aime bien les décrire. Vous êtes un observateur privilégié, en tout cas. J'aime les raconter et les regarder. Oui. Ah oui, parce que on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Et vous, Benjamin, vous connaissez suffisamment, et d'ailleurs les arcanes de la politique française et de la politique israélienne, pour pouvoir en parler habilement. Voilà, l'avantage du roman, c'est qu'on peut touiller et puis en faire la sauce qu'on veut. Alors, dans cette sauce, justement, Patrick Poivre d'Arvor, je vous remercie pour le compliment, même si c'est vous quand même qui avez une telle expérience journalistique bien plus grande. Votre personnage principal fait un moment un discours, et ça m'a évidemment interpellé, puisque le discours concerne la montée du Front National. Alors je vous pose la question, non pas à l'auteur, mais aux journalistes. L'affrontement Macron-Le Pen 2022, c'est pour vous quelque chose d'inévitable, ou alors est-ce que quelqu'un pourrait, d'après vous, perturber le match ? Alors d'abord, ça a existé en 2017, donc ça peut revenir de la même manière qu'il y a eu un affrontement Chirac-Le Pen en 2002, hein, n'oubliez pas. C'était le père, mais c'était déjà la famille Le Pen. Donc, il est pour l'instant, ce qu'on voit, en gros, on voit Macron qui n'a pas un socle énorme, surtout quand on compare à d'autres présidents qui sortent de pays voisins, qui sortent de l'affaire du coronavirus, mais qui a quand même un socle de, disons, 30-35% assez solide qui l'accompagne. Mais face à lui, il a 4 oppositions. Il a la droite, il a la gauche, il a l'extrême droite, il a l'extrême gauche. Donc c'est une position relativement facile quand on en est là. Sauf que Macron est né du dégagisme en 2017. Ce dégagisme qui est né essentiellement d'ailleurs dans les pays arabes a touché la France aussi à son tour. Et donc la vieille gauche, la vieille droite, tout ça est tombé d'un coup. Et il est né du dégagisme, il peut très bien repartir victime du dégagisme. C'est pour ça qu'il observe ce qui se passe chez les écolos, chez des gens qui ont la parole un peu plus leste ou un peu moins habituelle que ce qu'on entend. Donc tout est possible. C'est dans 2 ans quand même. Hein. N'oubliez pas que 2 ans avant, peu de gens avaient vu arriver Emmanuel Macron. Hein. Oh, c'est très très long. Oui. Et est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer que ce jeune président de 39 ans allait affronter la grève SNCF la plus longue de l'histoire, allait affronter les Gilets jaunes, un mouvement parfaitement inédit, et allait affronter évidemment ce que nous avons tous vécu en Israël comme en France et comme partout dans le monde,
à savoir le coronavirus. Oui. Alors donc, justement, tout peut arriver. Comme tout on peut dit. arriver. Ce coronavirus, il vous a perturbé vous aussi, Patrick Parvaud-Darmon. Vous êtes presque un miraculé, puisque votre ouvrage est sorti juste avant la pandémie, et il existe donc en version numérique. Et je crois d'ailleurs, et on va montrer les images, que pendant cette période du coronavirus, eh bien, vous avez décidé tous les jours sur votre compte Facebook, eh bien, de lire un chapitre de votre livre. On peut dire que vous êtes un sauvé dans cette littérature, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont vu la sortie de leur livre retardée sine die. Oui, et dans la mesure où le livre ne pouvait pas exister en librairie, bon, ben, je me suis dit c'était sympa de l'offrir aux gens. Après tout, ce qui est intéressant pour un auteur, c'est d'être lu, c'est ça le plus important, et d'être suivi. Donc voilà, j'ai fait ce petit cadeau aux lecteurs. J'espère qu'ils viendront quand même dans les librairies l'acheter maintenant, mais de toute façon, je suis très content d'avoir fait ça tous les jours, pendant tous les jours du confinement, voilà, jusqu'au 11 mai. Oui, c'était quelque chose, mais surtout pour vous qui êtes un homme de télévision, un homme de lecture, un homme aussi de radio, donc habitué des médias entre guillemets traditionnels, ça a dû vous changer un petit peu de vous dire tiens, finalement voici un autre mode de communication et il me permet eh bien de mettre en avant mon ouvrage. Oui, il faut, je crois, aujourd'hui accepter de la même manière que je faisais le parallèle tout à l'heure avec le monde de la presse raconté dans Splendeur et misère des courtisanes, dans la comédie humaine d'une manière générale de Balzac, le monde de la presse qui est devenu aujourd'hui le monde des médias, ben, ce monde des médias que nous avons connu, nous, quand nous avons démarré tous les deux, c'était essentiellement la presse, la radio et la télévision. Ben, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux en plus, et ça s'est surajouté, il faut faire très attention, bien sûr, parce que beaucoup de choses s'y glissent, le meilleur comme le pire, mais il faut l'utiliser dans ce qu'il a de meilleur, ce monde d'Internet et d'un monde qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 20 ans. Une dernière question, Patrick Parvaud-Darmon. Vous étiez en Israël il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier dernier, et sur ce même plateau, vous disiez qu'il fallait le dialogue. Aujourd'hui, on est à moins d'un mois d'un projet d'annexion de la vallée du Jourdain par Israël, le tout approuvé par Donald Trump. Qu'est-ce que vous auriez raconté si aujourd'hui vous deviez présenter le JT de TF1 le 1er juillet prochain? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais trop à l'avance, comme ça, 3 semaines à l'avance, mais il est sûr que dès qu'il y a dialogue, en général, les populations s'en sortent mieux. Vous pouvez gagner quand vous êtes les plus forts, incontestablement, mais il y a toujours un moment où l'autre peut vous attraper au mollet ou peut vous faire tomber. Donc il vaut mieux dialoguer que refuser toute expression. Moi, j'ai le souvenir un jour d'avoir quand même reçu dans mon journal Yasser Arafat qui a dit que la charte de l'OLP qui voulait la destruction d'Israël, c'était caduc. Il l'a dit quand même. Voilà, bon, il faut que chacun fasse des petits pas, quoi, c'est incontestable. Puis j'ai le souvenir aussi de 2 personnages, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, et Yasser Arafat qui se serraient la main. Bon, c'était quand même des choses importantes. J'ai le souvenir aussi d'avoir couvert les accords égypto-israéliens. C'était aussi quand même d'imaginer que ça venait de Menahem Begin, ce dialogue avec Sadat. Bon, c'était des beaux moments de la vie du Proche-Orient, et j'espère qu'il y en aura d'autres à venir. Merci beaucoup, Patrick Parvaud-Darmon, d'avoir été avec nous ce soir dans nos conversations. Je vais rappeler la sortie de cet ouvrage numérique, mais là maintenant il est en librairie quand même, rassurez-moi. Oui, ça y est, il est en livre à nouveau, parce qu'il a vécu une courte vie en librairie avant le confinement. L'ambitieux, c'est sorti chez Grasset. Merci infiniment, Patrick Parvaud, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans nos conversations.